Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Cameroun souffre d'une instabilité sécuritaire véritable. La secte islamiste Boko Haram a repris ses atrocités dans la partie septentrionale de notre pays. Les rebelles naissent davantage dans la région du soleil levant. Des bombes artisanales explosent à redondance dans la cité capitale Yaoundé. Quelle stratégie doit-on adopter? Crise dans les zones anglophones du Cameroun. 4 ans après, quel bilan dressé de ces différentes phases alors que nous approchons la fin d'année? On le sait traditionnellement, le président de la République, son Excellence Paul Biya, fera son discours à la nation le 31 décembre prochain. Probablement, il évoquera des questions de défense et de sécurité, tant internes qu'externes. On peut également imaginer que le chef de l'État parlera de la situation politique de notre pays, sans toutefois oublier l'évolution de la situation des zones chrysogènes au Cameroun. Pour alimenter ce discours par une note de conjoncture stratégique, nous avons le privilège de recevoir le professeur Joseph Vincent Touday-Bodé. Il est géostratège, enseignant d'université et homme politique. Professeur Joseph Vincent Touday-Bodé, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'invité de H. Merci, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le meilleur professeur africain pour des universités pour le compte de l'année 2019. C'est exact, d'après l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, professeur, peut-on s'attendre à une autre distinction cette année, en 2020? Je reçois les distinctions, ce n'est pas moi qui les donne. D'habitude, je reçois les messages qui me les offrent. On espère qu'en 2020, vous serez encore honorifié d'une autre distinction. Si Dieu le veut et si les hommes le suivent. C'est noté, professeur. Prenons donc cette courte respiration et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet. Bon retour sur ce plateau de l'invité de H. Je rappelle que nous avons avec nous le professeur Joseph Vincent Touday-Bodé. Il est géostratège, enseignant d'université. Professeur, s'il vous était demandé d'alimenter le discours du chef de l'État à la nation en tenant compte de la reprise des atrocités de la secte Boko Haram, la naissance d'une rébellion dans la région du soleil levant de notre pays et en tenant aussi compte de la redondance des bombes artisanales dans la cité capitale Yaoundé, que diriez-vous, professeur? Disons qu'un discours bilan d'un chef d'État fait l'état de la nation. Il ne peut donc pas être un discours uniquement sécuritaire. Il y aura la politique, il y aura l'économie, il y aura le social, il y aura le sécuritaire, il y aura l'international. Alors vous posez votre question dans les aspects purement sécuritaires. Je pense que, comme je l'ai dit, comme c'est un discours bilan de fin d'année, qui dit ce qui a été fait, mais trace aussi la voie dans la prospective. Nécessairement, il y aura un bilan de l'engagement du Cameroun sur les différents fronts sécuritaires. Tout à fait. Voilà. À côté de ces bilans, il y aura des appréciations qui généralement sont en termes de félicitations des uns et des autres, les acteurs en charge de ce domaine. Et puis, il y aura l'idée que la nation tout entière est derrière toutes ses forces et que le travail commencé doit continuer jusqu'à terme afin de pacifier et stabiliser l'ensemble de la nation. L'objectif principal, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la défense camerounaise n'a pas d'objectif extraterritorial. Il s'agit tout simplement à la fois de défendre notre intégrité territoriale en tenant fixe et de manière ferme nos frontières, mais aussi en défendant bec et ongle l'intégrité territoriale et la liberté d'aller et de venir, aussi bien des choses que des hommes sur le territoire national. Donc tout cela sera dit en des mots propres au président de la République, chef de l'État, chef des armées,
président élu par chef tous des les forces Camerounais. armées. Nous allons retenir l'aspect politique, professeur. La politique intérieure de notre pays, et compte tenu de la nouvelle carte politique, on le sait, les toutes premières élections régionales sont tenues le 6 décembre 2020 au Cameroun. À l'issue de différentes consultations électorales, quel avenir pour les petits partis politiques de notre pays et de leurs leaders, professeur? Vous savez que le terme petit parti politique est un terme connu, un peu amuseur au Cameroun. Tout à fait. Parce qu'on sait qui en a parlé et à quel moment. Mais vous voulez dire les autres partis non dominants. Oui, tout à fait. Alors, lorsque vous regardez l'évolution du mouvement partisan camerounais depuis les années 90, que nous qualifions de fois de troisième vague de démocratisation ou bien du retour au multipartisme au Cameroun, on observe un certain nombre de tendances. La première tendance est que le RDPC, quelle que soit l'élection, est toujours sorti vainqueur. Premier. C'est les taux qui varient. La deuxième tendance est que le RDPC, quelle que soit l'élection, lorsqu'on enlève l'élection présidentielle, qui n'a qu'une circonscription électorale nationale dont on ne peut pas savoir exactement ce que les uns et les autres ont eu, s'ils ont gagné à gauche ou à droite, puisqu'on retient uniquement celui qui a gagné l'ensemble de la mise. Donc le RDPC n'a jamais gagné entièrement l'ensemble du territoire. Mais il a souvent largement dominé le territoire. C'est ça la première tendance que j'ai indiquée. Quelle que soit l'élection, le RDPC est toujours le gagnant. C'est ça. Deuxième élément, le RDPC est toujours le gagnant, mais il n'a jamais gagné entièrement l'ensemble du territoire. Tout à fait. Et c'est là que nous abordons donc votre question, les petits partis. Et c'est ça qui m'a amené à écrire il y a une dizaine d'années, au moment où on disait qu'au Cameroun, c'était un parti unique, un article dans Tendance de la revue Enjeux du jeu politique. C'était en 2002 pour ça. Voilà, oui, en 2002, de la revue Enjeux de la Fondation Paul Ngoïla au Cameroun, vers un multipartisme des partis uniques. Cela signifie que je refuse l'idée qu'au Cameroun, il y a un parti unique. Et ce n'est pas moi qui refuse, c'est ce que les faits nous indiquent. J'ai dit, quelle que soit l'élection, le RDPC a toujours gagné, mais quelle que soit l'élection, en dehors de l'élection présidentielle, où on gagne à la majorité absolue, pour toutes les autres élections, le RDPC a toujours une petite parcelle du pays qui lui échappe. Il y a eu des élections où le RDPC a gagné l'ensemble, mais où il n'a pas gagné là où l'UDC avait gagné. Et depuis les années 90, Fumba n'est jamais tombé. Donc, le RDPC ne peut pas être responsable de ce qui se passe dans le Noun, par exemple. Il y a eu des élections où c'était l'UPC qui avait la même posture. Il y a eu des élections où c'était un des partis du Nord, là, MDR, qui jouait la même partition. Il y a eu des élections où le SDF contrôlait toute la région du Nord-Ouest, comme aujourd'hui, avec donc la dernière élection, on sait que l'UNDP contrôle quoi? Toute la région de la Damawa. Donc, ce n'est que les zones de domination qui ont changé, mais la tendance en tant que telle n'a jamais changé. Il y a donc des partis uniques régionales. C'est-à-dire un parti qui contrôle toute une région. Le RDPC peut être considéré comme un parti unique à tendance nationale, c'est-à-dire celui qui contrôle l'essentiel des régions. Mais à côté de lui, il y a toujours un parti qui contrôle une région. Hier, comme je l'ai dit, c'était l'UNDP, aujourd'hui, hier c'était le SDF, aujourd'hui c'est l'UNDP. Mais il y a aussi des partis qui prennent le département en otage,
comme l'UDC depuis les années 90. Et cela m'amène donc à considérer que le Cameroun est géré par un ensemble de partis qui sont responsables à la fois de sa paix, mais aussi de son insécurité. Le RDPC ne peut pas être tenu de tout, même là où il n'est pas. Professeur, lorsque vous regardez les partis politiques au Cameroun actuellement, avec par exemple le PCRN qui a perdu dans son fief natal, dans sa circonscription principale, vous pensez que ces partis, à l'horizon, ils vont persister, ils vont continuer dans la bataille à la quête des places, par exemple au Parlement, par exemple à peut-être à remplacer, à dépasser d'autres partis politiques? Il faut éclaircir un certain nombre de choses. Hein. Lorsque l'honorable Cabral Libi gagne les élections pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, son parti porte un autre nom. Vous comprenez? Tout à fait. Lorsqu'il vient perdre les élections actuellement, c'est un parti qui porte aussi un autre nom. Je voudrais dire quoi? L'honorable Cabral s'associe d'abord à l'univers. C'est par là le professeur Nkoumfando que les gens l'ont connu. Au point où lorsqu'il décide de créer son nouveau parti, lors des dernières élections législatives municipales, il y a des gens qui sont allés voter à l'univers, croyant qu'ils votaient pour lui, et qui se sont rendus compte seulement après qu'il n'était plus là. Pour lui qu'ils étaient en train de voter. Je ne voudrais pas dire que l'univers n'avait personne qui voulait voter pour lui. Je voudrais tout simplement dire qu'il y a aussi eu une déperdition des votes qui sont allés à l'univers parce que les gens voulaient voter, comme c'est des élections à connotation individuelle, voulaient voter un individu qu'on appelait Cabral Libi. Cela m'amène donc à répondre directement à votre question. Son parti a perdu, certes, là où il y avait la base, mais une des raisons aussi, c'est que ce parti ne s'est pas encore substantiellement implanté. L'autre raison, c'est que c'est des grandes échéances. Si vous n'avez pas les moyens, le seul nom ne suffit pas. Alors je ne crois pas que le nouveau parti de l'honorable Cabral avait les deux. Il n'a pas le nom dans la profondeur historique. Il n'a pas les moyens financiers d'entretenir son personnel politique. Et quelle stratégie peut adopter pour avoir des moyens pour peut-être conquérir plus large On va donc revenir. L'autre élément que j'allais souligner, c'est que quand on n'a pas encore les moyens, on se contente de son fief. Voilà par exemple une des leçons de l'UDC. Le fait que le parti de l'honorable Cabral ne s'étant pas encore substantiellement implanté dans ce qu'on pourrait qualifier comme son fief, ait lancé des assauts hors du Nyon Ekele et d'une partie de Douala, amène à une déperdition de moyens et d'énergie, puisque l'argent que vous donnez là-bas, vous ne donnez plus à ceux qui ont travaillé pour vous, nuit et jour, pendant, si vous voulez, un mandat. Et si d'autres arrivent et leur font des propositions, ces gens seront tentés à aller donc vers ceux qui offrent le meilleur. Donc, pour que ça dure, politiquement, on renforce d'abord son fief. Quand on est sûr de son fief, on lance dans des offensives. Et je crois que ça a été une erreur stratégique pour l'honorable Cabral, en tant que leader de ce parti, de se lancer dans d'autres zones qui pouvaient être considérées comme des fiefs d'autres partis avant d'avoir solidifié son propre fief. Mais il faut aussi dire que c'est son parti qui était en cause. Ce n'était pas nécessairement lui-même comme un individu. Professeur, on ne parlera pas que du PCRN. On peut aussi voir le cas du MSC de Maurice Kamto. Vous avez un mot à dire par rapport à ce parti politique, déjà avec le boycott, le fait de refuser de partir aux élections?
Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que tout simplement, n'ayant pas participé aux élections, il n'y a aucune lecture électorale à faire. Je crois que ça a été une erreur, et je l'avais déjà dit, depuis bien longtemps. Lorsqu'on décide de jouer dans le champ politique, le thermomètre du champ politique, c'est les élections. Et lorsque vous-même vous enlevez votre propre thermomètre, ne me demandez pas par la suite de donner la température. Un conseil en un mot, professeur. À qui? À ce parti politique-là. Mais j'ai déjà donné le conseil. Quand vous dites que vous faites la politique, il y a les règles, pardi. Vous dites que vous voulez jouer un match de foot. On connaît quelles sont les dimensions d'un match de foot. Et on sait quel est le nombre de joueurs qu'il faut avoir. On sait qu'il faut un arbitre, n'est-ce pas? Tout à fait, professeur. Et peut-être aussi les goals avec des filets. Tout à fait. Maintenant, avant le match, vous dites que vous ne jouez pas. Pourquoi vous voulez être parmi les gens qui ont gagné ou qui ont fait match nul? C'est noté, professeur. La leçon est passée pour le Très bien MSC. noté d'ailleurs. Parlons de la crise sécuritaire dans la partie anglophone du Cameroun. Quel bilan pouvez-vous dresser de ces différentes phases, professeur? Je dirais que globalement, lorsqu'on sait ce qui se passe sur le terrain, qu'on a les statistiques et qu'on a donc les tendances, la situation est sous contrôle. Parce que ce qui reste actuellement, c'est ce qu'on appellerait du point de vue des questions de sécurité, les actions d'éclat. Il n'y a pas une partie de ces deux régions qui soit interdite de mouvement à la puissance publique. Mais cela n'empêche qu'il y a encore des bandits qui, de temps à autre, prennent les gens en otage ou alors égorgent. On se rappelle des enlèvements des chefs traditionnels dans Bien évidemment. Des fois, ça peut être pour des raisons irrédentistes, des fois pour des raisons de règlement des comptes individuels, mais qu'on va toujours verser dans la crise anglophone, mais aussi, des fois, pour des raisons tout simplement de famine. D'accord, professeur. Et s'il vous était demandé de faire une recette non confidentielle pour préconiser le rétablissement et le maintien de la paix, la consolidation de la paix dans cette région, que diriez-vous, professeur? Je crois qu'on est sorti de la phase la plus violente du conflit. Au terme de cette phase, dont la finalité était de restaurer l'autorité de l'État, on est passé à ce qu'on a appelé le grand dialogue. Maintenant, il est question d'implémenter toutes les recommandations du grand dialogue, dont la principale, pour ce qui concerne cette zone, était donc la mise en place de la zone spéciale concernant les deux régions, et dont les élections régionales qui viennent d'être passées donnent le quitus d'implémentation. Avant de dire toute autre chose, ce n'est qu'au terme de l'évaluation de la mise en œuvre de toutes les recommandations qui sont sorties du grand dialogue qu'on peut faire une évaluation pour savoir là où il faut encore ajouter quelque chose. Je voudrais dire qu'on n'évalue pas un processus qui est encore en cours. Le processus d'implémentation est encore en cours. Après l'implémentation, on attend quelques années pour voir où il y a des choses à réajuster. Mais j'observe aussi que de plus en plus de populations collaborent avec les forces de défense et de sécurité et les autorités civiles traditionnelles et religieuses, mais aussi de plus en plus d'ex-combattants déposent les armes pour rejoindre les camps ou alors le centre de désarmement qui a été confectionné à cet effet. Tout à fait, professeur. Nous allons prendre une courte respiration pour revenir sur d'autres sujets d'actualité. Bon retour sur ce plateau de l'invité de H. Professeur, du point de vue de la géoéconomie, comment entrevoyez-vous, après le 26 décembre prochain, date d'expiration des accords signés entre la France et le Cameroun au lendemain des indépendances,
le futur des relations entre Yaoundé et Paris, nous allons assister à un renouvellement secret de nombreux accords ou alors le Cameroun devrait sortir de cette tête-à-tête exclusif autant pour moi avec l'Hexagone. Je crois qu'il y a différents niveaux à relever par rapport à cette question. Le premier niveau, c'est la véracité de ce que vous dites. Il faut qu'on soit sûr que c'est vrai. Je n'ai pas vu de document qui me permet de dire que tout cela est vrai. Ça circule dans les médias sociaux, mais je n'ai pas encore vu de document. Alors, à partir du moment où on pose ces préalables, on peut donc orienter les décisions de deux manières. Première hypothèse, c'est vrai. Deuxième hypothèse, c'est pas vrai. Alors, première hypothèse, si c'est vrai, il est évident que si c'est vrai, que nous arrivons au terme d'un certain nombre d'accords qui étaient des accords d'encadrement de notre politique économique, militaire et sécuritaire, ce qu'il faut, ou ce à quoi on doit s'attendre, c'est qu'il y aura une diversification des partenaires. Et sur ce plan, je pense que cette diversification des partenaires a commencé depuis bien longtemps. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'on soit déjà sûr que tout ce qui est ici dit dans les médias sociaux est vrai. Maintenant, si on considère que ce n'est pas vrai, vous voyez que c'est tout à fait pratiquement un statu quo, mais avec ce que nous appelons en sciences politiques l'autonomie relative du politique, qui permet à celui qui joue la fonction politique, sur la base du contrôle des zones d'incertitude, des marges de liberté que lui laissent les textes signés, d'entrevoir des nouveaux espaces de liberté et de libération en négociant des opportunités avec d'autres partenaires. Et pour conclure, quelle que soit la situation, l'avenir de notre pays, comme des autres pays africains, est dans le multilatéralisme. On ne peut donc pas faire le multilatéralisme avec un seul partenaire. C'est ce que je voulais vous demander, professeur. Pensez-vous que le Cameroun, pour la première hypothèse, pensez-vous que le Cameroun puisse s'émanciper de cette pesanteur tutélaire sans subir le sort réservé à ses dévanciers? La question n'est pas l'émancipation, c'est plus une question d'indépendance, au sens politique du terme. Plus ou moins, on a des missions diplomatiques dans beaucoup de pays. Nous sommes donc déjà, de ce point de vue-là, libres. La question, c'est de savoir qui est intéressé par quel domaine de la coopération avec le Cameroun. Et si le Cameroun est d'accord et que ce pays-là est d'accord, est-ce que c'est faisable ou possible? Je crois que dans la situation actuelle, c'est déjà le cas. Ce sera possible ou faisable. Sinon, vous voyez par exemple le nombre d'investissements au Cameroun qui ne sont pas nécessairement des investissements venant de l'Hexagone. Mais cela ne signifie pas que ce que l'Hexagone avait déjà fait. Vous avez vu que lorsqu'on parle de l'ouverture du marché, il y a 5 ans, est-ce qu'on avait les carrefours ici? Les intérêts français vont venir. Ces intérêts français vont cohabiter avec d'autres intérêts, d'autres partenaires aussi bien européens, asiatiques, américain. C'est ce que nous appelons la promotion du multilatéralisme. Mais professeur, au regard de la dernière sortie du président Emmanuel Macron, ne pensez-vous pas c'est une mise en garde assortie d'une menace lavée d'éviction de la France dans l'exploitation des ressources du Cameroun et plus spécifiquement sur la question du franc CFA? Il faut dire ce que le président Macron a dit pour que je puisse réagir. Il fait beaucoup de sorties, il dit beaucoup de choses. Alors, le président Emmanuel Macron a déclaré, en faisant pression au Cameroun, en mettant en gage le Cameroun, si le président Biya ne réagit pas pour certains sujets, les accords risquent de connaître une certaine perte. C'est exactement ce qu'il a dit. Je pense pour ça. Je ne crois pas qu'un président parle comme ça. Ça, c'est des injonctions. Donc, en politique, on ne parle pas comme ça. Mais, comme je comprends le fond de votre idée, la France défend ses intérêts, le Cameroun défendra ses intérêts. Et selon vous, professeur, les Camerounais sont-ils au fait de ces enjeux stratégiques?
Moi, je ne sais pas. Comme Camerounais, je suis au fait et je suis au courant d'un certain nombre. C'est pour cela d'ailleurs que je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas tout à fait au courant des dimensions que tout cela prend dans les réseaux sociaux. Les accords, s'ils sont secrets, ils sont secrets. N'est-ce pas? Tout à fait, professeur. S'ils sont publics, ils sont publics. Alors de quel accord parle-t-on? Professeur Joseph Vincent Toudé-Bodé, à titre personnel, vous venez d'être élu conseiller régional dans votre Léki natal. Félicitations déjà, professeur. Merci beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec votre présentation de début où vous m'avez présenté comme un homme politique. Je crois que ce serait très prétentieux de ma part de me considérer déjà comme un homme politique. Je suis un universitaire qui s'est engagé en politique, qui militait déjà en politique, mais qui pour la première fois a présenté une candidature à une élection et a été investi par le parti et par la suite donc élu. Je ne crois pas que tout cela fait déjà de moi un homme politique. Vous êtes enseignant titulaire des universités du Cameroun et vous avez formé des milliers d'étudiants dans votre domaine de sciences politiques, de la géopolitique, de la stratégie au sein du Centre de recherche et d'études politiques et stratégiques à l'Université de Yaoundé 2. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, puisque c'est d'ailleurs sous cette bannière que vous avez été élu. Oui, tout à fait. Alors pourquoi cette entrée tardive en politique ou plutôt dans la quête des mandats électifs, professeur? Si vous regardez dans ma vie, je n'entre jamais de manière précipitée. Si vous regardez à quel âge je me suis marié, vous allez voir que je me suis marié tardivement. Si vous voyez à quel âge j'ai commencé à travailler, vous allez voir que j'ai commencé à travailler tardivement parce que je fais des études. Je prends le temps d'apprendre. C'est ça, un universitaire, un intellectuel. Je prends le temps d'apprendre, de comprendre avant de m'engager. Donc, pour moi, ce n'est pas une entrée tardive, c'est une entrée de maturité. C'est-à-dire, je comprends déjà, ayant moi-même fait sciences politiques dans les instituts d'études politiques françaises, la politique française n'est pas la politique camerounaise. Après 20 ans de militantisme au Cameroun, je comprends plus ou moins déjà comment fonctionne le champ politique camerounais. Et aussi, je pense que même si je n'étais pas en politique, je suis quelqu'un du terroir. Donc, à ce titre-là, dès lors qu'il s'agit de la décentralisation, mon intérêt en tant que quelqu'un du terroir va me porter à m'engager pour la décentralisation, pour bien voir tout ce qui va se passer aux alentours de ma maison. Avant de sortir de cet entretien avec vous, professeur, soulignons que vous êtes le directeur pionnier de l'université panafricaine installée au Cameroun. Vous avez d'ailleurs passé la main il y a quelques semaines, c'est ça? Oui, il y a le 30 septembre, j'ai passé la main à une collègue kenyane parce que il se pourrait que le quota des Camerounais à l'Union africaine est déjà atteint. Donc lorsqu'il fallait maintenant, si vous voulez, confirmer, on ne pouvait plus confirmer par un Camerounais. Voilà pourquoi le poste est allé à une Kenyane. Professeur, dans quel état avez-vous laissé cette institution? Oh, je pense que je l'ai pris à zéro. Je l'ai amené d'abord dans les 3 premières années à produire des étudiants titulaires de master et après j'ai pu produire 3 générations des étudiants titulaires d'un doctorat PhD. Donc sur le plan du profil universitaire et de la projection académique, je pense que j'ai laissé cet institut à un top niveau. Celui qui arrive ou celle qui arrive après moi à continuer le travail que j'ai commencé, à produire des étudiants titulaires de master, à produire aussi des étudiants titulaires de doctorat PhD. Et vous n'avez aucun regret d'être parti? Je n'ai pas de regret, je ne suis pas au chômage. Même lorsque j'y étais, j'étais toujours directeur du Centre de recherche d'études politiques et stratégiques. Alors, professeur... Je fais partie des rares. À l'université de Yaoundé 2, j'ai été doyen, je suis parti. J'ai été DAC, directeur des affaires académiques, je suis parti. J'ai été à l'Institut
de la gouvernance donc de l'université panafricaine, je suis parti. Je fais partie des quelques-uns qui partent et qui ont toujours des rapports cordiaux avec ceux qui les ont succédés. Parce que je pense que les postes de l'État ne sont pas les postes héréditaires, ni les postes de privés. C'est exactement cela. Alors, professeur, au sorti, un dernier mot ou des vœux à formuler puisque la saison est ouverte? Ce que je peux formuler pour le Cameroun, c'est un raffermissement de la paix, de la consolidation de la paix, telle qu'on a commencé à la vivre au dernier trimestre de l'année 2020. Je crois qu'au Cameroun, s'il y a la paix, tout le reste est possible. Mais pour qu'il y ait cette paix, il faut qu'il y ait l'unité nationale. Et l'unité nationale dans un pays aussi diversifié que le nôtre signifie promouvoir le vivre ensemble différent. C'est quoi le vivre ensemble différent? C'est que personne ne deviendra ce qu'est l'autre. Aucune ethnie ne deviendra ce qu'est l'autre. Il y a un minimum de choses dans lesquelles nous devons donc coexister. Parce que ces choses-là appartiennent à la République. Et une fois qu'on a fini de coexister là, chacun peut mettre sa tenue traditionnelle ou manger son plat. Nous ne serons jamais un pays uniforme. D'ailleurs, ce n'est pas bon. Parce que dans l'uniformisation de tous, naissent toujours des résiliences, des contradictions et des replis identitaires. Le choix de la décentralisation et de toutes les politiques qui l'accompagnent, c'est que nous devons être un pays diversifié, mais uni derrière la même République. Leçon retenue, professeur Joseph Vincent Toudé-Bodé. Merci d'avoir honoré le rendez-vous à l'invité de H. Merci aussi de m'avoir une fois de plus invité et j'espère que j'ai pu répondre de manière convenable à vos différentes et multiples questions. Parfaitement, professeur. Mesdames, Messieurs, l'invité de H de ce jour nous dit stop et fin de votre attention. Merci. Bonsoir.